22 heures sur Télé Djibouti. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition. Voici les titres. Le ministre de l'économie et des finances a participé donc à un sommet à Dar es Salaam où il a mis en avant le modèle novateur de Djibouti concernant le capital humain. Et dans l'actualité également, en Afrique du Sud, une collision entre deux bus a fait 77 blessés. Voilà pour les titres, bonsoir à tous. Le ministre des Finances et de l'Économie, Ilyas Moussa Daoualé, a partagé avec ses pairs africains ses expériences respectives, donc évoqué les défis liés à la valorisation du capital humain lors d'un panel de discussion. Les participants à ces discussions donc, ont unanimement salué l'approche novatrice de Djibouti en matière de valorisation du capital humain, reconnaissant son importance cruciale pour le développement durable et l'épanouissement des sociétés. Et le ministre Ilyas Moussa Daoualé a partagé l'expérience de la République de Djibouti en matière de promotion de l'expansion d'une politique novatrice axée sur des normes de qualité et a été donc développée afin d'assurer un niveau minimum d'excellence dans les écoles, qu'elles soient publiques ou privées, sous l'impulsion du président de la République, Ismaël Omar Guelleh. L'accent a été également mis sur l'inclusion des enfants marginalisés, la prise en charge des besoins spéciaux des enfants, ainsi que l'accueil chaleureux des réfugiés, reflétant ainsi la vision humanitaire et équitable de Djibouti. Suivant pour plus de précisions l'intervention du ministre Ilyas Moussa. Le sujet du capital humain est, comme notre présence le prouve, est le sujet d'aujourd'hui et de demain. Parce que avec la dividende démographique, les défis que nous avons en Afrique, nous n'avons pas d'autre solution que de développer cette richesse première que nous avons, c'est-à-dire l'humain, le capital humain. Dès le début de l'indépendance, nous avons hérité très peu d'éducation. Il n'y avait que 2 écoles à l'indépendance en 1977. Je parlais d'un seul lycée pour tous les pays. On a fait du très long chemin. L'éducation était très sélective, très élitiste. Très peu de gens avaient la chance d'y accéder. Nous avons au jour d'aujourd'hui démocratisé cela. Au fil du temps, nous avons pu démocratiser, nous avons embarqué tous les Djiboutiens sans exclusion aucune. Naturellement, les défis se sont posés, et principalement autour de la période de l'ajustement structurel. Nous avons décidé depuis ces dernières années de reprendre cela, le taureau par les cordes, et je peux vous dire que les résultats sont d'ores et déjà là. Nous ne le faisons pas seuls, nous le faisons avec le secteur privé, avec les associations. Je pense que c'est une démarche qu'il va falloir de plus en plus y aller. Et nous pensons dans le futur travailler beaucoup sur l'inclusion. Nous devons travailler avec la société civile, avec les associations, avec le secteur privé. Et nous devons avoir un regard particulier sur l'inclusion. Pourquoi? Parce que ceux qui ont eu la possibilité, les parents qui ont eu la possibilité de mettre leurs enfants en préscolaire ont collecté les fruits de ces efforts, et moyennant des ressources. Ceux d'entre nous qui n'ont pas cette ressource, c'est ceux-là qui restent encore décalés de tous les processus. C'est pour cela que, non seulement pour les jeunes filles, non seulement pour les handicapés, mais pour tous qui sont vulnérables, il faut que le gouvernement mette les ressources nécessaires pour les accompagner en préscolaire. Le ministre délégué à la décentralisation, Rassim Haroun, a reçu une délégation de la compagnie Kaizen, conduite par la chef du projet Ban Saraf. Au cours de cette rencontre, le ministre et la compagnie Kaizen ont partagé donc la mise en œuvre du projet d'appui à l'engagement de la société civile dans le processus du développement local et ont procédé à la signature d'un mémorandum d'entente qui implique le ministère dans la mise en œuvre et le suivi du projet. L'objectif étant de renforcer les capacités d'organisation de la société
société civile et des conseils régionaux pour que chacun puisse assumer pleinement son rôle dans le cadre du développement local participatif en partant des besoins exprimés par la population concernée. Il s'agit d'un projet d'appui au processus, à l'engagement de la société civile dans le processus de développement local. La première étape a porté sur l'évaluation de la capacité de la société civile, du conseil et des conseils régionaux. Il s'agit aussi d'impliquer le ministère, notre ministère, dans la mise en œuvre et le suivi de ce projet. C'est à ce titre que nous venons de signer un mémorandum avec l'agence d'exécution KEZEN. Et le ministre de la décentralisation, Rassim Haroun Ali, est également intervenu lors de cette cérémonie de signature avec la compagnie KEZEN. On l'écoute. Ce mémorandum que nous allons signer portera sur une collaboration entre la compagnie KEZEN et le ministère de la décentralisation. Comme vous le savez, notre ministère est chargé du développement local. Et notre collaboration, en portant sur la collaboration entre la compagnie et le ministère de la décentralisation, appuiera le processus de développement local par la société civile. Donc c'est la première pierre de notre édifice et pour travailler main dans la main et collaborer ensemble pour atteindre notre objectif qui est d'accompagner la société civile dans le développement local. Et dans le cadre de son engagement contenu dans la lutte contre la pauvreté, le ministère des Affaires sociales et de Solidarité a procédé au lancement des transferts monétaires pour 5000 ménages urbains dans le contexte du projet d'urgence de la protection sociale et de réponse aux crises alimentaires. Ce projet d'envergure qui couvre au total 15 000 ménages djiboutiens vise à fournir une assistance financière cruciale et à renforcer la résilience des communautés vulnérables face aux situations de crise. Financé par la Banque mondiale à hauteur de 30 millions de dollars, ce projet représente une réponse proactive aux multiples crises exogènes qui ont durement touché la population djiboutienne. Ce projet ambitieux couvre pas moins de 86 200 individus, tant urbains que ruraux, avec une intention particulière portée aux 2300 étudiants issus des régions de l'intérieur qui bénéficient d'une restauration gratuite tout au long de leur cursus universitaire, permettant ainsi un meilleur accès à l'éducation et à l'avenir. Outre les transferts monétaires et les distributions de vivres, le projet d'urgence de la protection sociale et de réponse aux crises alimentaires, mais également l'accent sur l'alphabétisation via la mise en place de programmes de formation en partenariat avec l'UNFD. Écoutons pour plus de précision l'intervention du directeur général de la CEPEC. Demander à ce que ces personnes puissent épargner et que demain, ils puissent bénéficier d'un microcrédit au niveau de la caisse populaire d'épargne des crédits de Djibouti. Donc, ces programmes de protection sociale va être également accompagnés d'une mesure d'accompagnement qui permettrait de développer une activité génératrice de revenus et sortir de la pauvreté. La CEPEC de Djibouti n'a ménagé aucun effort pour que toutes les caisses, donc à Djibouti-Ville, Nguela, Balbala et PK12, puissent initier en même temps et payer les 5000 ménages qui ont été identifiés par le guichet. Comme vous le savez, son Excellence Ismaël Marguerite l'a toujours rappelé, aucun ménage ne sera épargné pour qu'ils puissent bénéficier d'un soutien, pour qu'on puisse aider les gens vulnérables, les plus vulnérables, à sortir de la pauvreté, notamment en leur effectuant des cash transferts, mais surtout en les aidant à épargner et surtout développer une activité génératrice de revenus.
En nouvelle nationale toujours, l'Union de la presse francophone, en collaboration avec l'Institut français de Djibouti, a organisé aujourd'hui une conférence débat sur le journalisme à Djibouti. Cette conférence intitulée « Le journalisme à Djibouti hier et aujourd'hui », un débat intergénérationnel vise à créer une passerelle entre les journalistes d'hier et ceux d'aujourd'hui pour revisiter les pratiques du métier entre hier et aujourd'hui. Les jeunes journalistes ont eu l'opportunité d'apprendre de leurs aînés et vice-versa sur la passion nécessaire pour pratiquer le métier dans le respect de la déontologie journalistique et des codes indispensables dans la recherche et l'éclosion de la vérité. La cérémonie de lancement de cette conférence a eu lieu en présence du président de l'UPF Djibouti, Kennedy Ibrahim, et de la journaliste Hasna Maki, ainsi que du directeur de l'Institut politique du CERD et de nombreux professionnels des médias djiboutiens. Au bout de cette discussion, j'aimerais qu'on tire une synthèse, une conclusion pour, en tout cas, comme disait le président tout à l'heure dans son discours d'introduction, pour qu'on puisse étayer, pas de manière exhaustive certainement, mais au moins étayer les points saillants de ce que doit être le comportement d'un journaliste dans un pays. Donc ce comportement peut varier si on est un journaliste d'un média institutionnel ou d'un média indépendant, selon que ce soit les réseaux sociaux ou la télévision et un journal officiel qui est La Nation ou La Die par exemple, parce qu'il y a en journalisme ce qu'on appelle des lignes éditoriales. Dans l'actualité également, les Jeux de la francophonie reprennent de plus belle. En effet, plusieurs pays africains s'activent pour prendre part aux 9e Jeux de la francophonie qui vont se tenir du 28 juillet au 6 août 2023 à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Cette compétition comprend 7 disciplines culturelles. Tous les jeunes artistes et créateurs francophones du monde, dont l'âge varie entre 18 et 35 ans, vont se retrouver au méga-village de ces Jeux érigés à l'occasion en plein cœur de Kinshasa. Et sous l'égide du ministère de la Jeunesse et de la Culture, Djibouti sera représenté par 8 jeunes artistes et créateurs dans 3 disciplines majeures: littérature nouvelle, danse hip-hop, création numérique. Et la délégation conduite par la conseillère technique jeunesse et experte de la Conféges, Asli Mohamed, a décollé ce matin pour se rendre à Kinshasa. Et le ministère donc et tous les organisateurs souhaitent bonne chance à nos jeunes athlètes. On se présente, nous sommes les Deep Dance, des jeunes danseurs djiboutiens. On a été sélectionnés par des experts de la francophonie aux 9e Jeux qui vont se dérouler au Kinshasa cette année 2023. Et là, on est en route vers le Congo et souhaitez-nous bonne chance. Merci beaucoup. Aujourd'hui, le ministère de la Jeunesse envoie une délégation à Kinshasa. Le ministère de la Jeunesse et de la Culture prend part à ce grand événement des 9e Jeux. D'autre part, je suis également chef de délégation afin de conduire cette délégation à Kinshasa. Et dans le dossier de cette édition, nous allons nous rendre dans la belle région d'Arta. En cette période de forte chaleur, les Djiboutiens découvrent donc des cieux plus cléments, notamment en se rendant vers les régions de l'intérieur, ici donc à Arta. Regardez, c'est un document de la rédaction. Situé à 30 minutes de la capitale et à seulement 800 mètres d'altitude, c'est un autre environnement, un climat différent qu'offre Arta. Arta, réputé entre autres pour ses randonnées pédestres, sa magnifique plage et ses requins-baleines.
Quelle meilleure évasion qu'est d'allier climat doux et activités des distractions que propose la région. La proximité avec la capitale et surtout son climat ont attiré beaucoup d'estivants. Les après-midi, les jeunes vacanciers se mêlent à ceux de la ville pour regarder ou partager une partie de match de football. Pendant ce temps, d'autres préfèrent rester sur la terrasse des petites cafétérias, une façon de se retrouver autour d'un café. Les vacanciers qui viennent pour la majorité de la capitale pour les week-ends ou installés pour la période de la saison chaude ont tous les mêmes sentiments sur les plaisirs d'une escapade estivale à Arta. Cette attraction est certes due à la nature, mais aussi à la culture d'accueil, d'ouverture et d'attachement des Artaouis à leur localité, une population qui a su mettre en valeur chaque rencontre avec les vacanciers. Je viens souvent à Arta, juste que le climat il est frais, ça fait plaisir pour le tourisme. Juste aussi, même si on a fermé toutes les frontières de notre voisin, c'est plaisir de savoir, de voir et d'explorer. Il y a de places qu'on ne peut jamais imaginer qu'il y avait ça à Djibouti. On est venu pour le week-end, mais la famille habite ici pour les étés. Arta, c'est déjà pas mal, c'est dans notre pays et c'est déjà pas mal. On trouve ça que le tourisme se développe ici à Arta et puis alhamdoulilah. Il y a des promenades par-ci, par-là, même dans les montagnes ou dans les routes principales. Et nous voyons même des visages qui n'ont pas été reconnus dans le temps et ça nous fait plaisir. Pour rehausser les niveaux du tourisme à Djibouti et à Arta, la région abrite une installation incontournable dans ces domaines, Sani Hill, ou centre sectoriel des formations en hôtellerie et tourisme. Un centre, en plus de dispenser des formations de haute qualité pour rendre compétitifs ces secteurs d'activité, dispose des installations dignes d'une vraie ville balnéaire. Un passage obligé pour tous les amoureux de la bonne cuisine, de la détente, avec une vue exceptionnelle. Un pari réussi pour le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle qui a su faire de ces centres un lieu de référence de l'apprentissage des métiers de l'hôtellerie et du tourisme avec des modules concrets qui permettent aux apprenants de travailler dans un environnement professionnel et de devenir le lead dans ces domaines. Le tout pour la grande satisfaction des Djiboutiens dans leur ensemble, selon Saïd Miguel, directeur de la restauration des Sani Hill. C'est le seul coin que les gens en profitent, que touristique, que loisir. Voilà, il y a la piscine, il y a leur jeu, il y a le pétanque, on a des terrains de foot, il y a aussi un terrain mini-golf. Voilà, les gens en profitent vastement. On a toujours des clients sans arrêt sur le centre. C'est un atout qu'on trouve à Arta. L'hygiène, c'est la priorité pour la restauration et la cuisine. Après, nous travaillons sur une technique de base qu'on s'appelle HACCP. C'est hygiénique. Avec un paysage exceptionnel, son air frais, surtout la nuit en cette période, sa somptueuse plage, Arta reste incontestablement une destination touristique de premier choix.
Et là, nous passons à l'actualité internationale. En Italie, incendie et canicule en Sicile, violent orage dans le nord. Une température de 47,6 degrés Celsius a été enregistrée à Catane, en Sicile. Les pompiers siciliens ont pu lutter durant toute la nuit de lundi à mardi contre plusieurs incendies, dont l'un est arrivé tout près de l'aéroport de Palerme. La Sicile est en outre touchée par une vague de chaleur avec une température de 47,6 degrés Celsius enregistrée lundi à Catane, selon la protection civile locale. Et dans la région de Brescia, au nord, une jeune fille scout de 16 ans a été tuée par un arbre qui s'est abattu sur sa tente dans un campement. Ont rapporté les agences. Les pompiers ont évacué les autres membres du groupe dans une salle de sport des environs. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellente soirée sur Télé Djibouti.